comme vous le disiez, après M. Tisserand, je vais revenir sur d'autres, enfin, sous un autre angle, sur la question des RICS et des jeunes. Pour savoir ce qu'on comprend de ces pratiques de RICS, et puis que pourraient faire les professionnels face à ce phénomène-là, s'il est spécifique, et en quoi ça interroge les pratiques professionnelles, notamment des éducateurs de rue, mais je pense plus globalement, tous ceux qui sont en contact avec la jeunesse. Donc moi je suis consultant, donc j'accompagne de l'action publique, c'est ça mon métier. J'accompagne de l'action publique à tous les niveaux qui me sollicitent, soit au niveau de l'élaboration de politiques publiques, soit au niveau de la mise en œuvre, soit au niveau de l'évaluation. Un consultant, ça fait ça, quoi. Donc nous, avec mon collègue Laurent Barre qui est ici, c'est notre métier, d'accompagner de l'action publique là où elle se décline. Ici, c'est la stratégie parisienne de prévention des RICS entre jeunes, qu'il s'agit d'élaborer, de construire, de donner un contenu, un contenant, un programme. C'est ce qu'on fait en ce moment, donc c'est à ce titre-là que je suis là. Plus généralement, je travaille sur les politiques sociales et sur les politiques de la jeunesse en particulier. Depuis que je suis jeune, donc ça fait déjà maintenant un petit moment. Donc je réinsiste sur le fait que, après tout ce qu'on a dit, peut-être, je vais essayer de focuser sur, enfin de me centrer sur, y a-t-il une particularité parisienne dans les RICS? Oui, non, enfin vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, moi je suis grenoblois. Mais y a-t-il une particularité? Ce matin Thomas parlait du rapport au territoire. Est-ce que ces territoires parisiens, c'est des territoires comme les autres? Qu'est-ce qu'ils ont des... Je ne vais pas répondre à ces questions, mais je les mets en fond de tableau parce qu'il me semble que c'est quand même des questions actives. Et peut-être juste pour faire la transition, j'aime bien quand je parle après quelqu'un. Enfin, déjà, quand on parle quatrième d'une journée, il y a deux risques. Le risque premier, c'est de répéter ce que les autres ont dit. Et le deuxième risque, c'est de les contredire. Donc si vous voulez, je vais essayer de faire ni l'un ni l'autre, mais je sais que je suis exposé à ces deux difficultés-là. Mes réseaux sociaux me surveillent. Ça tweet. Oui, c'est ça. Donc la question qu'on travaille avec la DASES, enfin les différents services de la ville de Paris et leurs partenaires, parce que travailler sur les RICS, ça ne peut pas être qu'une collectivité, c'est forcément les services de l'État dans toutes les dimensions, les associations, etc. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que les RICS est un phénomène particulier? Question numéro 1, je vais y venir. Question numéro 2, est-ce que ça peut être une catégorie d'action publique? C'est qu'est-ce qu'on peut monter une politique publique dédiée spécialement à la prévention des RICS? Et troisièmement, si on fait ça, quelles conséquences ça a pour vous? On prend des exemples dans d'autres domaines de politique publique, par exemple qui ont impacté la prévention spécialisée de manière assez forte. C'est par exemple les politiques de lutte contre le décrochage scolaire. C'est-à-dire que le décrochage scolaire est devenu est apparu à un moment sur l'agenda politique comme une catégorie d'action publique. Enfin, je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous. Il y a un moment, jeunes gens, le décrochage scolaire n'était pas une catégorie d'action publique, c'était même pas un sujet de travail. On travaillait sur l'échec scolaire. Enfin, je veux dire que les catégories se construisent, évoluent, bougent. On est à un moment, donc il faut toujours, voilà, on est en 2019 sur des RICS entre jeunes à Paris. Et donc dès qu'on parle de RICS, évidemment, on voit bien, on se vaporise dans l'imaginaire, dans l'imaginaire des bandes, dans l'imaginaire des territoires, la Roquette, je sais pas quoi, la Porte-la-Chapelle, enfin on voit bien, 18-19 sur Paris, donc il y a tout un imaginaire du territoire. L'imaginaire de la violence, voilà, gratuite, sauvage, donc on voit bien qu'on est tout de suite exposé à ce que la question s'évapore sur d'autres questions, au risque que finalement il n'y ait rien de... Est-ce qu'il y a un contenu à cette notion-là? Donc les boussoles s'affolent un peu. Alors la remarque qu'on se faisait avec Laurent, mon collègue, c'est qu'on entend toujours un certain nombre de choses. Je vais commencer par ça peut-être, les choses qu'on entend toujours sur les RICS. Alors vous voyez, j'ai toujours du mal, hein, risque et RICS. Sur les RICS, comme ça j'évacue. Les erreurs qu'on fait toujours, enfin ce qui m'apparaît pour moi comme des erreurs. Ce qu'on entend toujours sur les RICS, c'est
Les RICS, c'est les bandes. Moi, je dis non, les RICS, ce ne sont pas les bandes. Thomas en a parlé un peu ce matin, je vais y revenir, je ne vais pas y revenir, je ne vais pas répéter, mais si vous voulez, je vais quand même évoquer quelques points là-dessus. Donc à mon avis, ça c'est une ornière. Non, les RICS entre jeunes à Paris, ce ne sont pas des guerres entre bandes. C'est d'autres choses dont il s'agit. Première erreur à ne pas faire. Deuxième erreur, les parents sont absents. Et les pères. Alors ça, on l'entend systématiquement. À mon avis, et alors chaque fois qu'on rencontre des parents, la journée de lancement le 3 octobre en mairie de Paris était très claire, très illustrante de ce point de vue-là. Vous avez des familles qui disent mais on est là, mais nous on veut être sollicités, on a des choses à dire. Donc si vous voulez, c'est assez contradictoire entre ce discours un peu convenu sur l'absence des parents, alors l'absence des pères, qui ils ne sont pas là, donc on a des longueurs de toutes sortes de gens. Moi, à mon avis, je ne suis pas spécialiste, le psychologue est parti, c'est dommage, mais alors évidemment, peut-être que les pères sont absents, c'est jamais tout vrai ou faux, mais moi je crois surtout, c'est que pour prendre la question différemment, il me semble compliqué, je ne suis pas bien malin, moi, mais dans une société où on est en train d'interroger, notamment les formes de parentalité. Hein, on est aujourd'hui à un moment où on accepte les couples homoparentaux, etc., et où tout le monde va tomber à bras raccourcis sur les pères absents, comme s'il n'y avait que les pères qui pouvaient représenter la fonction paternelle dans une famille. Ça me semble assez contradictoire. Et moi je crois que notamment, je veux dire là je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'intéresserait qu'on en parle après, je pense que notamment dans des familles qui viennent d'autres pays, je pense notamment aux pays d'Afrique subsaharienne, la fonction paternelle ne se joue pas de la même manière que dans la fonction paternelle, dans la famille freudienne, avec famille nucléaire, etc. Donc je pense que quand on dit le père est absent, c'est le père freudien qui est absent. Je vais peut-être choquer d'entre vous, mais enfin, je crois qu'on se trompe vraiment. Enfin, j'ai 150 000 illustrations du collège qui dit je convoque les parents, je veux que le père et la mère viennent. Vous avez dans certaines familles qui me sont proches d'ailleurs, pour des parents, pour un père malien, venir, c'est pas dans son... Oui, c'est pas... Enfin, comme ça qu'on est père, quoi. Donc il y a une injonction contradictoire, soit être père à sa manière, soit être père à la manière du collège, mais qui vient d'une certaine manière détruire sa manière d'être père dans sa culture. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il me semble que là, il y a un malentendu complet sur la fonction paternelle aujourd'hui, ce qui n'excuse pas l'absence des pères, enfin le fait qu'il y ait de plus en plus de familles monoparentales, etc. Tout n'est pas, c'est pas parce qu'un problème existe que les autres disparaissent. Mais il me semble que là, donc voilà, les parents sont absents, il faut voir, et les pères seraient systématiquement défaillants, il faut voir aussi. Donc ça, c'est la deuxième erreur qu'on entend toujours sur les RICS quand on en parle. Troisième, mais là ce matin, Laurent Micheli et Thomas Sauvadet ont fait un sort à la question, ça a toujours existé, donc le pendant de ça a toujours existé, si on ne peut rien faire. En gros, il y a toujours eu des bagarres entre jeunes, donc ne vous inquiétez pas, il faut que jeunesse se passe, ça fait partie des comportements transitoires de la jeunesse. Et ça n'a pas toujours existé sous cette forme-là. Ce qui existe en 2019, à mon avis, n'est pas comparable terme à terme à ce qui existait en 1929. Le monde a changé, les formes de virilité, tu l'as évoqué ce matin, ont changé, enfin les modèles, etc. Et je crois que dire ça a toujours existé, en gros rien de nouveau sous le soleil, il me semble qu'on se trompe. Et la quatrième erreur qu'on entend souvent, c'est qu'on arrivera à travailler à réduire les phénomènes de RICS si, avant, on a réduit les phénomènes de pauvreté, donc l'échec scolaire, l'humiliation, les ghettos, enfin vous voyez, en gros toutes les politiques sociales, quoi. Et on l'a vu à travers les ateliers dans les états généraux, on voit bien que dans les propositions de travail pour prévenir les RICS, on a des propositions de travail, il y en a peut-être la moitié, qui sont des politiques sociales générales. Alors je ne dis pas que c'est faux, hein, mais il ne me semble pas, enfin ça me semble un peu, comment dire, hasardeux de dire, une fois qu'on a réglé les questions de pauvreté, de scolarité, de parentalité, on n'aura plus de RICS dans la rue. J'aimerais le croire, mais
C'est pas comme ça que ça marche. Donc à mon avis, vous voyez, on a un peu tous ces écueils quand on pose la question des RICS. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de dire, non, il y a une spécificité aux RICS aujourd'hui, alors que moi, beaucoup plus simplement que mes prédécesseurs, je l'écris comme ça, c'est-à-dire qu'on a trouvé, quand on dit RICS, de quoi parle-t-on? Ce que j'ai déjà développé, je le redis ici rapidement. Les RICS, ce sont des affrontements violents. Il y a RICS quand il y a violence. Sinon, ce n'est pas une RICS. Donc les jeunes, ils sont là pour se battre, ils sont là pour se faire mal, ils sont là pour agresser, blesser, voire tuer. Donc il y a de la violence dans la RICS. Je ne vais pas hiérarchiser mes 7 points, mais il y a 7 traits communs. Et à mon avis, quand on les a, on peut dire que c'est une RICS. Deuxième caractéristique, ça a beaucoup été évoqué, et j'y reviens, les RICS entre jeunes à Paris, je réinsiste chaque fois, dans les observations qu'on a, ce sont des jeunes garçons, des préadolescents et des adolescents. C'est-à-dire que ce ne sont pas des phénomènes, et c'est là peut-être avec ce que Thomas disait ce matin, on pourra reparler après, par rapport à ce qu'on dit dans les quartiers, etc. Là, on a des phénomènes qui sont vraiment avec des jeunes de 14-15 ans. Enfin, les jeunes qui sont morts sont des gens jeunes, quoi. Donc avec des gens qui rentrent presque dans l'adolescence. Et donc c'est pour ça que ça nous autorise d'une certaine manière à dire c'est pas la guerre des gangs. À 14 ans, le type il défend pas un territoire, il n'est pas en train de défendre un business, c'est pas ça dont il s'agit. C'est d'autres profils qui font ça. Donc ça renvoie à tout ce qu'on a dit, et c'est pour ça que toutes les questions notamment qui seront tout à l'heure sont connectées sur les questions de l'adolescence, donc de l'éducation. Une majorité de garçons, ça a été dit, c'est vérifié partout, tout le temps, toujours. Quand on dit RICS, c'est qu'on parle de groupes qui peuvent atteindre plusieurs dizaines d'individus, donc c'est pas 2 jeunes contre 2 jeunes, c'est pas comme on dit à Lyon, bugne à bugne, dans la cour, on règle les problèmes, c'est des phénomènes de groupe, donc qui entraînent une certaine logique de groupe, la logique de meute, la dynamique collective, j'y viendrai tout à l'heure, c'est un des points sur lesquels je veux insister. Les RICS se passent dans l'espace public ou dans des lieux ouverts au public. C'est-à-dire que la RICS, ce n'est pas dans l'appartement, ce n'est pas dans la cour de la maison, ça se fait dans l'espace. Donc ça vient interroger l'espace public, ça vient interroger le garant, le maître des lieux dans l'espace public. Qui remplit cette fonction? Comment on remplit aujourd'hui la fonction de maître des lieux dans l'espace public? Et si ça se fait là, c'est évidemment pas au hasard. Donc sur des lieux qui sont en général déjà connotés, à Paris. Je ne connais pas d'autres lieux, mais il n'y a pas des RICS qu'à Paris. Enfin, parlons d'ici, puisqu'on est là. Donc, dans des espaces publics ou dans des lieux ouverts au public donc au vu et au su de tous, la RICS n'est pas un phénomène qui se cache, c'est un phénomène qui se montre. Donc ça a à voir avec l'adolescence, avec aussi tout ce qui a été dit depuis ce matin. Avec le recours à des armes blanches, ou des armes, ce qu'on appelle des armes par destination, des armes improvisées, ça montre que la violence dans la RICS, elle n'est pas impromptue. Je veux dire, si on vient, c'est intéressant, vous voyez, les jeunes qui ont des bâtons, des battes de baseball, les béquilles, j'étais surpris de voir les gens avec des béquilles, je me disais, tiens, il y a beaucoup de gens, moi je viens de Grenoble, donc je le redis, il y a beaucoup de gens cassés, non, ce n'est pas des gens cassés, c'est pour simplement une béquille, c'est assez utile quand on doit faire d'un baston. Donc c'est pour dire qu'il y a enfin, le jeune qui vient dans la RICS, il sait que potentiellement, enfin pas tous les jeunes, enfin bon, s'il y a des armes, c'est qu'on ne va pas, je ne sais pas moi, vous voyez, discuter ou ramasser des champignons, quoi. Donc c'est destiné à faire mal. Donc de manière spectaculaire, explosive, ça a à voir avec le phénomène de groupe, c'est le 6e point, c'est-à-dire qu'il y a dans la RICS quelque chose qui est de l'ordre de l'explosion. Ça a à voir avec le phénomène collectif, la logique de meute, c'est-à-dire qu'il y a dans la RICS quelque chose qui me semble vraiment important, et ça, je trouve qu'on a vu assez tôt, et jusqu'à maintenant, on n'a pas été démenti. C'est-à-dire que la RICS, elle s'explique moins par sa cause, qui est toujours, quand on creuse, anodine. Vous voyez, il n'y a pas une cause, je ne sais pas, les exemples qu'on a donnés sur Paris, c'est la trottinette qui a été volée, il manque, vous voyez, une blessure à l'honneur, enfin des choses. Et quand on regarde, j'ai interrogé, là, je travaille en ce moment
dans les Yvelines, du côté de Mantes-la-Jolie, etc. Je leur ai parlé des RX, ils en ont aussi beaucoup, et ils m'ont fait la même remarque. En disant que quand on remonte, quand on va vraiment explorer, c'est toujours le petit frère qui a dit qu'il a vu la sœur avec... Enfin, il y a toujours une espèce de construction où, à la base, c'est pas un phénomène grave. Donc la RIC s'explique plus par son processus que par sa cause. Donc il y a une dynamique propre au processus. Et ça, si vous voulez, intellectuellement, ça nous pose un problème. On aime, nous, les logiques où il y a une cause, un déroulement, une issue. Et là, on a un phénomène, ce que j'appelle l'état gazeux. Ça fait penser d'ailleurs, par rapport à ce que disait Tisserand, en disant il y a un avant, la question il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Alors Godard, dans les années 60, le grand philosophe Godard, disait le cinéma, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Mais pas toujours dans cet ordre. Et je trouve que les jeunes, ils ont un avant, un pendant, mais pas dans cet ordre. Des fois, il y a un petit peu d'après, et puis après, vous voyez, c'est... Donc, on est là, dans les RICS, dans un phénomène godardien, où on a les choses, mais pas forcément dans l'ordre, et c'est le processus qui se développe en lui-même, qui s'auto, je ne sais pas comment, allume, et qui, à mon avis, dépasse, pas étonnant que ça nous dépasse, parce que je crois que ça dépasse, y compris les acteurs eux-mêmes, qui sont, je pense, acteurs avant d'être auteurs. Qui sont pris dans le phénomène avant. Et donc, voilà, le dernier point, c'est les motifs dérisoires. C'est vrai qu'on s'attend, notamment quand il y a mort d'homme, à ce que la cause soit à la hauteur de la conséquence. Eh bien, pas du tout. Et donc là, on est un peu perdu, parce que on se dit, mais enfin, tout ça pour ça, c'est pas normal, donc on va chercher soit du côté de la pathologie, soit du côté, que sais-je. Et bon, je ne sais pas moi non plus, mais je vois bien que c'est pas corrélé, quoi. C'est pas corrélé. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, moi, à mes yeux, ce qui caractérise une RICS aujourd'hui, à Paris, encore une fois, peut-être que dans d'autres espaces ce serait différent, je ne crois pas. Mais bon, moi on en a vu, hein, à Grenoble aussi, certains jeunes, il y a quelques années, ont été tués dans une RICS, et ça s'est développé exactement comme je le dis là. C'est une remarque qui part mal, les jeunes qui viennent demander des comptes, les autres qui arrivent, etc. Une escalade, enfin un truc assez... Et puis voilà, puis deux jeunes qui sont morts à la fin du processus. Personne au début s'était engagé avec l'idée de tuer quelqu'un, et encore moins tuer celui-là. Je trouve que c'était celui qui était au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Donc ça c'est un... Voilà, donc moi je milite pour pardonnez-moi, pour le fait de reconnaître qu'il y a une spécificité de la RICS, comme je l'ai dit là, aujourd'hui dans les comportements des jeunes. Donc c'est pas simplement une bagarre voilà, qui règle un problème, c'est quelque chose qui a à voir avec la socialisation des jeunes en groupe, où les réseaux sociaux ont leur importance. Donc je ne vais pas le redire, enfin tout ce qu'il a dit là, tout ce que Serge-Tisserand a dit précédemment sur le fait que les jeunes existent à la fois ici et maintenant, mais dans plein d'univers, mais il n'y a pas que les jeunes, enfin toute la révolution sociale des réseaux sociaux. D'ailleurs c'est assez étrange d'ailleurs qu'on appelle ça réseaux sociaux, alors que ce sont des réseaux qui désocialisent, c'est quand même, enfin qui socialisent autrement. Et pour pousser un peu la balle dans votre camp aussi, je trouve intéressant que, oui, travailleurs sociaux, réseaux sociaux, et c'est pas le même sociaux, quoi, dont il s'agit. Je me dis, là, il y a quelque chose, il y a un faux ami, il y a un faux effet de miroir qu'il faut déconstruire, parce que réseaux sociaux, c'est vraiment un faux ami, je crois, pour les jeunes. Donc, voilà la particularité. Je voudrais insister sur 3 points maintenant, pareil pour descendre un peu sur les RICS, sur ce que Thomas aussi disait ce matin, sur la relation au territoire, des jeunes et du territoire. Alors, enfin, surtout ce que tu disais sur être du quartier, c'est quoi un jeune du quartier? Alors moi, ça fait un moment aussi que ça m'intéresse, parce qu'on voit des jeunes qui disent que c'est un jeune du quartier, on embauche des jeunes du quartier, et puis on s'aperçoit que le jeune du quartier, il est un peu du quartier, mais il est un peu d'ailleurs, et donc la notion du quartier, à mon avis, elle est d'un flou absolument énorme. Et moi, je crois qu'on assiste aujourd'hui
Alors je ne sais pas si c'est à la fin des territoires et à l'avènement des réseaux, mais ce que moi j'appelle une mutation du territoire. Il y a toujours du territoire physique, il y a toujours le score de la roquette, il y a toujours, voilà, il y a du territoire, mais il y a dessus de l'imaginaire, des jeunes qui sont d'ici mais qui sont d'ailleurs en même temps. Et pour prendre des exemples, et que tout le monde, alors vous êtes majoritairement ici des gens en relation avec les jeunes, donc, moi j'avais fait un travail il y a déjà une dizaine d'années sur un quartier à Chalon-sur-Saône, sur un quartier justement. Et j'avais regardé, comme toi, qui étaient les jeunes du quartier. Vous voyez, les jeunes du quartier, et je regardais, il y avait un certain nombre, notamment des gens dans l'économie parallèle, qui arrivaient en voiture le matin, qui faisaient le business la journée, et puis qui le soir rentraient, habitaient ailleurs. Pour autant, ils étaient du quartier, parce qu'ils y étaient nés, parce qu'ils avaient des copains, des cousins, ils y étaient allés à l'école, enfin ils y avaient des attaches. Donc ils se sentaient absolument comme des gens du quartier. Après, il y avait des gens qui habitaient le quartier, mais qui n'étaient pas du quartier, parce qu'ils n'avaient pas l'antériorité suffisante. Alors dans le sud-ouest, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont l'accent. Donc vous voyez, vous savez s'ils sont du terroir, s'ils ont eu le temps de prendre l'accent. À Lyon aussi, dans les quartiers, les seuls aujourd'hui mômes à Lyon qui ont l'accent lyonnais, c'est des mômes de quartiers de banlieue qui ne sont pas lyonnais, quoi. Qui sont d'une autre couleur, qui ont les cheveux différents, etc. C'est assez marrant de voir qu'il n'y a plus qu'eux qui ont l'accent, parce qu'il n'y a qu'eux qui sont assignés à résidence, les autres ils bougent, etc. Donc il me semble que cette relation au territoire, aujourd'hui, notamment à travers la question des RICS, mais je crois beaucoup plus largement sur ce que ça veut dire habiter. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que d'une part, sociologiquement, je crois que ça change. Je crois que la manière de se socialiser sur un territoire aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'elle était historiquement, notamment du fait des réseaux sociaux. Troisièmement, parce qu'on sort, je prends mes désirs pour des réalités, on est dans une période où les politiques se sont territorialisées depuis la politique de la ville dans les années 80, et moi je crois qu'il y a un décalage entre les politiques territorialisées et la manière d'être sur le territoire des gens. Je vais prendre un exemple très concret sur la prévention spécialisée, dans le département où je suis, à Grenoble encore une fois, mais dans pas mal d'endroits, les conseils départementaux ont dit on va mettre la prévention spécialisée, on va la calquer sur la politique de la ville, donc sur les quartiers prioritaires. Je me souviens qu'à Grenoble, enfin je me souviens, c'était jusqu'à il y a un an qu'on retravaille la question. Il y avait une équipe de prêt sur une place dans un quartier, parce que les critères INSEE, c'était la place dans le quartier Malherbe, s'il y en a qui connaissent, voilà. La place elle doit faire 150 mètres de long sur, vous voyez, et les éducateurs, ils devaient travailler sur ce territoire-là, ce qui n'a évidemment aucun sens. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'Institut national de la géographie ou Sciences Po pour comprendre que ce territoire, eh bien, il y avait une prescription territoriale stricte. Et moi, je me dis, dans le rapport au territoire, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est les politiques publiques qui construisent des barrières que les publics n'ont pas forcément. Et je trouve que c'est, à mon avis, assez important sur les jeunes parisiens. Puisqu'on voit que les jeunes parisiens, ils sont dans un collège, on les met dans l'autre. La famille habitait là, dans les groupes de travail, dans les EGPR, dans les états généraux de la prévention des RICS. Il y a une dame qui a longuement témoigné sur le fait qu'elle avait été relogée dans un autre quartier, mais qu'elle n'osait pas dire qu'elle n'était pas de ce quartier-là, elle mentait, comme tu disais ce matin, parce qu'elle ne voulait pas. Enfin, donc les gens expliquent bien qu'ils ont un rapport au territoire qui est beaucoup plus compliqué que simplement j'ai une adresse à tel endroit, donc je suis d'ici. Et nous, on a des politiques qui disent, ah non, non, c'est votre adresse, vous êtes au 25 boulevard machin, donc vous êtes du territoire. Non. Non, et il y a des gens qui ne sont pas là. Vous voyez, donc, et à mon avis, quand on aborde la question à travers les RICS des jeunes du territoire et du rapport au territoire, il faut qu'on accepte cette complexité-là, sinon on n'y arrivera pas. Enfin, je crois, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais et il me semble que, alors on sait, les géographes, ça fait déjà un moment, qui parlent de la ville liquide, mais vous voyez, le temps que ça percole et que ça arrive dans les pratiques et dans la commande publique, il nous a fallu 15 ans. Pendant 15 ans, à mon avis, on a des politiques qui se sont un peu décalées de la réalité, notamment dans la relation au territoire. Donc moi, je serais pour, évidemment, conserver du territoire. Il continue d'y avoir des territoires géographiques, et le 19e arrondissement de Paris, c'est pas le 7e. Ça, tout le monde, voilà, on a bien compris. Mais ceci étant, c'est pas parce qu'on est dans le 19e qu'on a forcément toutes les caractéristiques
d'un pur produit local. Donc voilà, c'est un peu ça autour du territoire qu'il faut penser. Et c'est vrai qu'il y a, sur le côté jeunes de quartier, mais quand tu parlais, il me semble que les quartiers dont on parle à Paris, c'est pas les quartiers Bobigny, ou les quartiers La Duchère à Lyon, ou enfin je pourrais citer ici les 300 quartiers de la politique de la ville. Paris, intramuros, enfin, moi qui suis provincial, quand je viens, c'est quand même des quartiers mélangés. Il y a une civilité parisienne qui est quand même différente de la socialisation dans les quartiers. Non, je vois que ça vous n'est pas forcément d'accord. Ça discute. Non, mais je le dis de manière un peu... Mais ça me semble... Enfin, j'étais l'autre jour avec vous dans le 11e. C'est pas pareil. J'étais la semaine dernière à la Verrière dans les Yvelines. Quand vous descendez du RER dans la Verrière dans les Yvelines, que vous allez dans le quartier qui s'appelle je ne sais plus comment, ça c'est un quartier. Si vous voulez, il y a le no man's land, il n'y a rien, tout le monde voit que vous n'êtes pas d'ici, tout le monde voit que soit vous êtes un médecin, soit vous êtes un consultant. Non, pas un consultant. Une fois quelqu'un m'a dit, monsieur, on vous a vu tout de suite, on s'est dit, c'est un médecin ou c'est un huissier. Et donc vous voyez, je vais dans le 19e, personne... Donc ça aussi, enfin, je crois qu'il... Et à mon avis, travailler sur les RICS à Paris, il doit y avoir cette dimension parisienne, enfin il me semble, sinon je crois qu'on ferait l'erreur inverse, enfin d'essayer de faire une espèce de politique de banlieue intramuros, qu'à mon avis c'est pas vraiment son enjeu. Donc voilà. Et puis je rajouterais dernier point sur, bon ça n'a pas tellement à voir, mais sur ce que disait Thomas ce matin sur les jeunes qui se présentent comme les jeunes du quartier. Et les jeunes du quartier, c'est simplement les jeunes qui sont capables de bloquer un fonctionnement de quartier. C'est simplement une minorité agissante. Mais là, on a aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, une illustration assez forte. C'est-à-dire que c'est les plus déterminés qui viennent dire c'est nous, enfin nous, on est le représentatif, on représente le général parce que je suis le plus déterminé. C'est une espèce de mouvement assez classique en sciences politiques où il y a une minorité agissante qui dit, et qui d'une certaine manière parle aussi pour le collectif, mais qui n'est pas le collectif. Et voilà, donc on a tout ça dans les phénomènes, dans le rapport au territoire et des jeunes de quartier. Donc voilà, un territoire, je veux dire, polymorphe. Moi, je pense que le territoire a muté. Enfin, vraiment, et les réseaux sociaux le montrent, hein, ce que disait Serge Tisseron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait bien que, enfin, ce qu'il expliquait, moi je fais longtemps maintenant, enfin, ça fait 25 ans que je fais trempette dans le bassin des politiques de la jeunesse, ça fait 3 ans que j'entends l'exemple qu'il a pris, que j'entends systématiquement, où les enfants dans les collèges partent le vendredi soir en un truc et viennent... Enfin, ce que me disaient les enseignants avant, là, un travail dans la Loire, Montbrison. Donc si vous voulez, on n'est pas à Paris centre, hein. Montbrison, et les villages loin de Montbrison. Le principal du collège me dit, voilà, le lundi matin, on passe notre temps à déminer les conflits qu'ils ont noués sur Internet le week-end. Il y a 20 ans, c'était le contraire. On était content que le week-end arrive parce que ça faisait circuit de refroidissement. Et ben maintenant, non. Et ça, c'est un phénomène à vue de nez. On n'avait pas, il y a 4-5 ans, dans les diagnostics jeunesse. On l'a aujourd'hui. Donc c'est bien qu'il y ait d'autres pratiques qui sont apparues. Et à mon avis, c'est les réseaux sociaux, entre autres, enfin je crois, pas entre autres, je crois que c'est les réseaux sociaux qui produisent et cette socialité, comme Serge Tisseron l'a évoqué, tout ce qu'elle tracte comme agressivité, comme représentation, comme je sais pas, dictature de la réputation aujourd'hui, enfin une espèce de narcissisme réputationnel des jeunes, et puis dictature de la réputation, c'est qu'il y a des mômes qui ne se présentent pas le lundi matin parce qu'ils ont été, leur réputation a été flétrie sur Internet pendant le week-end. Je ne sais pas, tous les gens ici qui travaillent depuis 15 ans ne l'avaient pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on l'a. C'est une question qui est fréquente, qui est aussi fréquente que l'usage des réseaux sociaux. Donc si ça ne vient pas heurter perpendiculairement la représentation qu'on a du territoire, je ne sais pas ce qu'il nous faut. On va continuer à parler d'un territoire qui existait, vous voyez, les Poulbeaux, Montmartre, enfin je ne sais pas, enfin toutes les images d'Épinal, mais qui n'est plus le territoire d'aujourd'hui dans lequel les jeunes vivent. Donc ça c'est vraiment un point important, la mutation du territoire. Donc
Autre point sur lequel je voulais insister, on dit assez souvent, les RICS, ça concerne une minorité de jeunes. Alors bon, je ne sais pas si une minorité de jeunes, moi je prendrais la question sous un autre angle. Ça concerne un moment de leur vie. C'est-à-dire qu'un jeune, vos enfants, moi, quand j'avais 14 ans, c'est pas, vous voyez, des jeunes qui sont une minorité qui serait rixogène ou je sais pas quoi, et puis d'autres non. Je pense que tout jeune parisien socialisé, là, à un moment donné, il peut être embarqué dans une histoire de RICS. Il peut passer une demi-heure, une heure, et c'est juste un moment particulier, ou au contraire, il y a une issue dramatique. Et c'est ça qui fait la particularité de la RICS. C'est que justement, puisque la porte d'entrée est complètement anodine. Et donc c'est pas tellement une minorité de jeunes, c'est une minorité du temps. Enfin, vous voyez, une séquence qui peut avoir des conséquences graves. C'est que je ne pense pas, enfin, peut-être il y a des jeunes qui sont des hyper-itéérants des RICS, probablement, mais je pense qu'il y a tout un nuage, un halo de jeunes qui sont des acteurs, des intermittents du spectacle, de la RICS, quoi, qui sont là, qui viennent chercher fortune, qui viennent montrer comme ils sont beaux, enfin, bon, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est important, parce que le risque pour les politiques publiques, c'est un peu de naturaliser des jeunes qui auraient le profil, vous voyez, le chromosome RICS, et puis d'essayer de tout tabler là-dessus. À mon avis, on va se tromper. Et je suis vraiment frappé. Et les témoignages de la journée de lancement en mairie étaient très clairs. Je pense à ces parents là, du jeune que tu avais amené, enfin, qui expliquait bien que ce gamin, il était tout à fait standard. Enfin, il n'avait pas de particularité qui le prédisposait à être là-dedans. Il faut qu'on entende ça. Bien au contraire. Oui, probablement. Et je crois qu'il faut qu'on entende ça et qu'on ne prenne pas ça pour du déni parental, pour de l'hyperprotection maternelle. Je crois que c'est pas impossible, j'en sais rien, je ne connais pas la famille. Mais je crois que c'est tout à fait possible que le jeune, en effet, il n'était pas prédisposé. Il s'est embarqué, comme je l'ai dit, par opportunité relationnelle, par une pression du groupe, ça a bien été montré ce matin, je ne vais pas réinsister là-dessus, par une pression du groupe qui fait que dans une logique de l'honneur, on ne peut pas se désengager. Et donc, vous savez, la logique de l'honneur, ça va avec la honte. Hein. Et je crois qu'on est dans une société hyper moderne, avec des jeux hyper sophistiqués, et on a encore des fonctionnements qui peuvent être très proches de l'archaïsme, avec de la honte dans des logiques de l'honneur. Et si tu ne viens pas, honte à toi, etc. Donc on vient. Et c'est aussi bête que ça, d'une certaine manière, et aussi sérieux. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et le troisième point, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je réinsiste là-dessus, c'est que la RICS, c'est un phénomène collectif, et ce qui m'étonne, mais ça ne fait pas que sur les RICS, sur les comportements de jeunes depuis longtemps, c'est qu'on a des réponses éducatives, notamment toutes les réponses mandatées, protection de l'enfance, PJJ, qui sont des réponses individuelles à des jeunes qui sont passés à l'acte collectivement. Et là, on a un gap entre la logique du passage à l'acte et puis leur capacité à rendre compte de ce qu'ils ont fait. Il y a toute une partie qui leur échappe, ce qui fait dire, ce qui rend d'ailleurs assez nerveux les juges des enfants, c'est qu'ils passent leur temps à avoir des mômes dans leur cabinet qui disent « Mais monsieur, j'ai été entraîné ». Et c'est, à mon avis, strictement vrai. J'ai été entraîné. Il n'y a personne qui dit « J'ai entraîné tout le monde, je suis allé, j'ai entraîné tout le monde parce que je voulais ». C'est pas comme ça que ça marche. C'est possible que ça existe aussi, hein, je ne suis pas binaire. Mais il faut vraiment, et à mon avis, je commence à développer sur ce que peuvent faire les travailleurs sociaux, c'est qu'il faut arriver, à accepter que c'est des phénomènes collectifs, et pas essayer de couper en disant voilà, Pierre est responsable de ceci, Paul de cela, etc. Il y a une responsabilité collective avec des responsabilités justement croisées, mélangées, où personne ne maîtrise rien. Et je crois que nos réponses aujourd'hui socio-éducatives, elles ne sont pas adaptées à ça. Moi je ne dis pas que c'est c'est pas une contre-performance, c'est que simplement on n'est pas outillé pour. C'est-à-dire que le droit, il n'est pas fait pour donner des punitions, des sanctions collectives.
peut-être qu'éducativement, on pourrait penser à des modes d'approche collectifs. Enfin, je pense à la prévention spécialisée, mais pas que. Et il me semble que là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Sinon, on va courir derrière encore pendant 20 ans, où on a sans arrêt des passages à l'acte. Enfin, c'est le même phénomène, je pense au légalisme, par exemple, ou des choses comme ça. Vous voyez, on voit que les gens sont pris dans des choses groupales, et puis derrière, on essaye d'interdire le stade à un type, parce que bon, ok, mais à mon avis, on ne répond pas individuellement à des phénomènes collectifs. Et il me semble là, il y a quelque chose à travailler. Et que peuvent faire les professionnels aujourd'hui? Ben, il y a ça, prendre cette question du collectif en compte. Il y a prendre la deuxième dimension dont je parlais tout à l'heure, que je remets ici, puisque ça vient dans mon propos, sur le fait de ne pas mettre des cloisons supplémentaires, par exemple territoriales, mais ça peut être les missions, ça peut être les métiers, etc., là où les jeunes ont beaucoup de fluidité. C'est-à-dire que le jeune, il va du collège au centre d'animation, voir un éduc, etc. Enfin, c'est ça, il a un parcours absolument liquide, qui va là où il y a de la place. Et puis après, vous avez des professionnels qui disent, moi, ma mission s'arrête là, moi, mon métier s'arrête là, moi, mon financement s'arrête là, moi, mon territoire s'arrête là. Et je crois que ce n'est pas d'un problème de jeunes, ça, c'est vraiment un problème d'action publique. C'est-à-dire que les jeunes, pour ça, ils sont pour rien du tout, ne leur faisons pas porter cette responsabilité. C'est de notre côté, de l'action publique. Et on a du mal aujourd'hui, on a tellement travaillé sur mon public, mon financement, mes missions, qu'aujourd'hui on a du mal à prendre des phénomènes qui sont transgressifs, quoi, qui sont transversaux, je ne sais pas comment dire. Donc ça c'est un point vraiment, à mon avis, important à prendre. Donc si je continue sur que peuvent faire les travailleurs sociaux, pour prendre un peu peut-être pas le contre-pied, mais pour reprendre autrement aussi ce que disait Thomas Sauvadet ce matin, que j'ai senti avec un brin d'ironie sur le lien, sur ils font du lien, ils créent du lien, après ils entretiennent le lien, après les travailleurs sociaux. Et, alors bon, je suis toujours pour l'ironie, hein, quand elle concerne les autres. Mais je crois que, moi, à mon avis, il y a vraiment aujourd'hui une problématique du lien avec les jeunes. C'est-à-dire que c'est absolument important, notamment dans les phénomènes de risque, puisque c'est de ça dont je parle, qu'il y ait quelqu'un qui soit en lien avec eux et en lien en face à face, pour remettre en parallèle avec ce que disait Serge Tisserand, c'est-à-dire qu'il y ait une relation humaine où on se voit, où on se parle, enfin vous voyez, moi ça me semble absolument essentiel aujourd'hui. Et je crois que c'est un des rôles des travailleurs sociaux. Je crois vraiment. Et, même si ça prend des formes diverses et variées, mais il me semble que et on le voit bien, parce que quand on parle du lien, c'est pas le lien comme finalité, c'est des informations qui vont avec, donc c'est le partage d'informations aussi. Il ne suffit pas d'être en lien, mais qu'est-ce que je fais du lien que j'ai avec le jeune, au service de quoi je le mets, avec qui je le partage, étant entendu que, alors, pour me suivre sur ce champ-là, il faut partager l'idée que quand même un certain nombre de jeunes embarqués dans les RICS sont isolés. Enfin, il arrive un moment quand la peine arrive, quand la sanction arrive, d'un seul coup ils sont tout à fait surpris de voir qu'il n'y a plus les copains autour, que la famille découvre un jeune, des comportements dont elle n'avait pas idée. Enfin, il y a quelque chose de la désillusion. Et il me semble important qu'à ce moment-là, il y ait des gens qui puissent être en lien justement avec le jeune en question et en interaction. Et je crois que c'est... Moi, alors, est-ce un discours d'arrière-garde, j'en sais rien, mais il me semble que la problématique des réseaux dits sociaux n'invalide en rien la nécessité de la relation humaine. Enfin, c'est un peu bateau ce que je dis là, mais si les travailleurs sociaux ne font pas ça, je vois pas... Enfin, à mon avis, ils se privent de beaucoup de choses, quoi. Il me semble, et quand j'interviewe beaucoup de jeunes dans les évaluations qu'on fait, j'interviewe beaucoup de jeunes sur à quoi ça leur sert d'avoir des éducateurs, etc. Et vraiment, ce qui ressort, mais on ne peut pas savoir, je ne sais pas, 90%, c'est on se parle. Ah, les éducateurs, c'est bien ce qu'on peut leur parler. Enfin, je veux dire, c'est assez... alors, si vous voulez, si vous envoyez un, vous envoyez deux, une fois que vous envoyez 100, vous envoyez 150, que vous envoyez 100, vous voyez, 200 sur France entière, partout, et que tout le monde, que ces jeunes-là vous disent... Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger, c'est qu'on peut leur parler d'autres choses.
Le jeune me disait l'autre jour, moi je viens pour faire un CV, mais évidemment, on fait le CV, mais on parle d'autre chose. Alors l'autre chose, c'est un peu flou, moi j'en sais rien, mais je vois bien que l'autre chose, c'est ce qui... Voilà, moi je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais il me semble que c'est quelque chose de l'ordre de l'éducatif, cette affaire-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le mandat, vous voyez, le mandat après l'événement, n'est pas non plus garant du lien. Enfin, il me semble qu'il y a un lien qui doit se créer entre des jeunes et des adultes de confiance, qualifiés, cadrés, etc. C'est pas embrassons-nous Folleville, je suis là dans le cadre de relations professionnelles, mais qui viennent proposer du lien structurant à des jeunes. Et d'autant plus que les réseaux dits sociaux font les ravages dont on parlait tout à l'heure, puisqu'ils laissent à penser que les jeunes ont des relations sociales alors qu'ils ont simplement des contacts informatiques, quoi, je ne sais pas comment dire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour poursuivre là-dessus, sur une question qui est ouverte, qui était ouverte aussi dans les états généraux, sur les travailleurs sociaux, doivent-ils aller sur Internet? Donc il en parlait tout à l'heure. Moi évidemment, je suis absolument persuadé qu'ils doivent y aller. D'ailleurs, je suis toujours surpris de voir que les travailleurs sociaux, ils sont à titre personnel, mais que dès qu'il s'agit professionnellement d'y aller, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas si on a le droit, on ne sait pas si on a le droit juridiquement, si on a le droit moralement, est-ce que c'est pas intrusif? Bon, donc c'est des questions assez classiques, je dirais. Alors moi je me dis, s'il y a de la socialisation sur les réseaux sociaux, ben, si on veut être acteur de la socialisation, il faut y être aussi. Ce qui me semble par rapport aux promeneurs du net, c'est une remarque là un petit peu aussi, moi je trouve très très bien les promeneurs du net, mais je trouve que ça va trop doucement. Enfin, il ne faut pas se promener sur le net, c'est les runners du net qu'il faut, si vous voulez. Ah non, ça va tellement vite. Moi je vois dans l'Isère, si maintenant on s'y est mis, on a 2 éducateurs qui se forment par an. Si vous voulez, 2 éducateurs par an sur Internet, ça se trouve ils vont quitter l'équipe l'année d'après parce que, si vous voulez, ça me semble absolument disproportionné, sous-dimensionné, inadapté à la problématique telle que Tisserand l'adressait tout à l'heure. Enfin, je trouve aujourd'hui, c'est plus qu'un rendez-vous manqué. Enfin, je trouve que c'est même tourner le dos à une réalité des jeunes. Vraiment. Je me dis, il se passe là des choses extrêmement importantes pour eux. Si les travailleurs sociaux n'y sont pas, il me semble que, je suis employé des mots forts pour qu'on puisse débattre derrière, mais il y a quelque chose de, je dirais pas la non-assistance à personne en danger, mais un peu de la désertion de l'espace. Alors pour moi je me dis, est-ce que c'est un espace public? Non, alors ce qui est particulier, tous les jeux dont il parle, c'est des espaces privés, c'est ça qui est rigolo quand même, enfin qui n'est pas rigolo du tout d'ailleurs. Hein. Vous savez, une année, là, il y a 4 ou 5 ans, c'est John Assange qui était poursuivi par la justice parce qu'il avait divulgué sur Internet des données personnelles. Vous voyez, il avait dénoncé les réseaux, il avait publicisé les données personnelles que les gens... Et le patron de Facebook était nommé homme de l'année, désigné homme de l'année, parce qu'il privatisait les données à l'inverse. Au même moment, donc, on voit bien qu'on ne sait plus, on est un peu upside down, comme disent les Anglais, quoi, cul par-dessus tête, voilà, j'ai cherché la phrase en français. On est cul par-dessus tête sur cette affaire, et je crois que, moi je dirais, alors, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense que les réseaux sociaux sont pas des espaces publics, mais ce sont des espaces ouverts au public. Je pense, me disant ça, je pense à la Villette, au débat qu'il y avait, au début qu'il y avait une équipe de prévention spécialisée sur la Villette. Vous étiez trop jeune, vous n'étiez pas là. Mais j'ai lu les documents, mais il y avait, si vous voulez, une bronca des associations de prévention spécialisées qui réfutaient la légitimité d'avoir une association dans un espace privé. C'est un espace privé, donc il n'y a pas d'éducateur, c'est du commercial, d'une certaine manière. Et je me souviens très bien qu'il y avait vraiment une ostracisation de... Enfin, moi j'étais jeune, enfin je peux en témoigner, puis on trouve les pièces du débat, et je me dis, je dis ça parce que vous êtes la puissance invitante aujourd'hui, mais je me dis, toutes choses étant égales par ailleurs, on a aujourd'hui des espaces privés mais ouverts au public,
sur lesquels les jeunes disent des choses, donnent à voir des choses, expérimentent des choses. Si on fait de l'éducation, je ne vois pas pour quelle raison on ne tenterait pas d'être présent. Après, il faut faire le bordage juridique, déontologique, éthique, etc. Mais ça, après, les corps professionnels savent le faire. Mais j'ai été très surpris de voir, et d'ailleurs les débats étaient assez contrastés dans le groupe de travail des États généraux, où il y avait des travailleurs sociaux, animateurs ou éducateurs, qui étaient très présents sur les travailleurs sociaux, qui connaissaient ça par cœur, et d'autres qui se posaient encore la question de savoir est-ce que je dois y aller, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ma morale m'autorise. Et je me dis, bon, ou l'éthique. C'est quand même pas pareil. Bon. Non mais d'accord, je suis d'accord, enfin ça, pour moi ça ne change pas. Est-ce que l'éthique le permet? Donc je me dis donc qu'il doit y avoir un débat à l'intérieur du secteur professionnel, puisque certains ont tranchent d'une manière, moi je ne dis pas certains ont raison, d'autres non, mais je vois bien que certains ont tranché, enfin tout le monde ne tranche pas dans le même sens, voilà. C'est un peu ça la question. Et je me dis donc, voilà, probablement le fait d'intituler votre formation à l'heure des réseaux sociaux, c'est pour faire avancer la question, ça me semble absolument brûlant, surtout que ça va à une vitesse, évidemment, grand V. C'est vrai qu'on est toujours en retard. Je me disais tout à l'heure, quand il parlait des jeux, moi je ne le connaissais pas, je me dis on devait être un certain nombre à se sentir un petit peu largué, quoi. Puis où quelqu'un parle de voir une grande référence en disant qu'on ne la connaît pas, alors qu'on est en relation avec une jeunesse, mais bon, c'est un peu ça aujourd'hui la donne, quoi. Donc voilà ce qu'on peut, moi ce que je peux en dire, sans faire plus long là-dessus. Matière de synthèse, je dirais RICS, forme de socialisation particulière des jeunes aujourd'hui, qui appelle des réponses particulières. Donc, toute la tentation, pas la tentative, la tentation de rabattre la question des RICS comme étant une sous-catégorie de la guerre des bandes, une sous-catégorie des des comportements traditionnels de la jeunesse sont à la fois vrais, mais pas que. Donc il faut aujourd'hui les réanalyser à nouveau frais, produire de l'action publique, à mon avis, spécifique là-dessus, sinon tout le monde va la repousser dans le jardin de l'autre. Si vous voulez, la police a une approche des RICS sur le mode des bandes. Donc pour la police, c'est une organisation, la police sait travailler, je suis un peu caricatural, mais quand même, sur des organisations verticales. Les RICS sont une organisation, enfin les groupes de jeunes pris dans les RICS sont des organisations horizontales. Et donc, il ne suffit pas d'attraper le chef ou d'attraper les 3 leaders, et puis on va désarticuler le système. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut refonder des politiques publiques qui tiennent compte de ça. Et pas simplement du côté policier, mais du côté de l'accompagnement éducatif et du côté des politiques publiques. Il me semble que la ville de Paris et les partenaires, puisque l'éducation nationale est quand même nettement volontaire, la protection judiciaire de la jeunesse, à mon avis... Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous me le direz après. Non, mais c'est bien. Pas sûr, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que vous n'êtes pas d'accord. Oui, c'est une très bonne idée. Enfin, c'est pour dire que sur je terminerai là-dessus, comme ça on va pouvoir échanger. J'ai fait tout mon maximum pour qu'il y ait des choses. Non, sur le fait que il me semble que le moment est venu si on veut intervenir, prévenir les RICS, de repenser des politiques qui soient dédiées à ce problème-là. Et pas de simplement étirer des politiques de prévention de la délinquance ou des politiques de soutien à la parentalité ou des politiques de la ville qui viendraient couvrir le phénomène. Vous voyez, c'est ça la vision que je défends. Peut-être que, historiquement, dans 4 ans, dans 5 ans, la question aura à nouveau muté. Mais bon, tant pis, l'action publique, elle est faite pour être utile aujourd'hui. Si dans 5 ans ça a bougé, on rebougera, si vous voulez, c'est pas grave du tout. Mais je pense qu'on menace, le risque aujourd'hui, ce serait de passer à côté un phénomène qui a des particularités qui concernent la jeunesse et qui en laisse un certain nombre morts dans la rue, à Paris, vous voyez, au vu et au sud de tout. J'arrête là. Merci beaucoup.